nous allons continuer, mais avant de partir à la configuration du routage de l'adresse IP version 6, nous allons d'abord faire une revue du flow, du traffic flow, de la communication. Ce qui se passe lorsque deux équipements sont en communication dans le réseau TCP/IP. Dans le cas présent, nous avons un PC qui est à l'adresse 10.10.10.10/24 qui communique avec un serveur qui est à l'adresse IP 200.1.1.10/30. Alors, nous allons voir ce qui se passe dans le contexte de la communication dans le réseau TCP/IP. Comment est-ce que le message va de la 5e couche, traverse la couche 4, la couche 3, la couche 2 et la première couche jusqu'à arriver en fait de l'équipement de le sender, de l'équipement de transmission vers l'équipement de destination. Alors, dans le contexte de cet exemple, nous avons 7 utilisateurs. En fait, l'utilisateur du PC qui veut visiter le site www.cits-training.com. Alors, nous savons que lorsque nous visitons des sites, nous visitons des pages qui sont dans des serveurs web. Donc, je prends un exemple. Si nous voulons visiter un site, le site CITS-training.com, nous savons que dans le serveur, il y a une page qui correspond à ce qu'on peut appeler le home. Et nous aurons une autre page qui va correspondre à ce qui est appelé par exemple le contact. Et donc, selon la page que nous voulons visiter, c'est un peu difficile d'écrire, selon la page que nous voulons visiter, notre URL, notre lien aura des informations spécifiques. Par exemple, nous allons avoir un lien, par exemple, où nous aurons www.cits-training.com/home. Ça, c'est pour visiter la page principale. Si ce devait être la page où il y a les contacts, ce sera /contact. Donc, c'est une page spécifique que nous visitons lorsque nous visitons un serveur web. Alors, la première étape, bien évidemment, l'utilisateur saisit le lien dans le navigateur web. Et le navigateur web utilise le protocole HTTP qui est un protocole de la 5e couche. Le protocole HTTP en back-end, en arrière-plan, va contacter le protocole DNS. Il va partir au protocole DNS pour dire DNS. Il y a cet utilisateur qui veut visiter une page qui est dans le serveur. En fait, il y a cet utilisateur qui veut visiter la page www.cits-training.com/home, mais je n'ai aucune idée de l'adresse IP qui correspond à ce nom. Parce que l'équipement sait que dans le réseau TCP/IP, les équipements communiquent au travers des adresses IP et non au travers des noms familiers aux humains. Donc, HTTP, pour résumer, HTTP va dire « DNS, est-ce que tu sais à quoi correspond l'adresse IP de ce site ?» DNS va faire ce qu'on appelle la traduction, le service de traduction. Et dans le processus DNS, il y a des étapes. Il y a le DNS cache dans le PC, le cache dans le PC, le caching dans le PC veut simplement dire que les sites qui ont été récemment visités, le PC va garder leurs adresses IP de telle sorte que s'il y a besoin de visiter ces sites, que le PC ne puisse plus avoir à traduire ces adresses IP. En fait, qu'il n'y ait plus besoin de passer par la traduction DNS. Il peut avoir le cache au niveau du routeur de notre fournisseur d'accès Internet. Ces routeurs ont également un DNS caching. Ou encore, s'il n'y a pas de DNS caching, nous serons obligés, par le mécanisme du protocole DNS, nous serons obligés, le DNS sera obligé de partir vers les serveurs DNS. Donc ça, c'est
la première étape. Et tout cela se passe en back-end. Ce n'est pas visible. En fait, de toutes les façons, la majorité de la procédure n'est pas visible à l'homme parce que ce que l'homme attend, c'est la page web. Mais du moins, c'est à la première étape, HTTP contacte le protocole DNS pour rechercher l'adresse IP. Une fois que l'adresse IP arrive, HTTP sait que le message pour retirer une page web, pour pull une page web d'un serveur web, c'est le GET. Donc, HTTP va préparer le message GET. Il va dire j'ai besoin de la page correspondant à ceci. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Donc, c'est le message que le navigateur web envoie au serveur. Donc, ça, c'est un peu en résumé ce qui se passe à la 5e couche. Donc, une fois que cela est prêt, le message GET est prêt, la 5e couche est prête à envoyer ce message à la 4e couche. Mais il était très important ici de rappeler les autres protocoles de la 5e couche, parce que nous avons aussi un Dynamic Host Configuration Protocol, nous avons Domain Name System, nous avons SMTP, nous avons SSH, Secure Shell, nous avons SSH, Secure Shell, nous avons Telnet, nous avons FTP, File Transfer Protocol, nous avons Simple Network Management Protocol, nous avons Network Time Protocol, nous avons POP3, entre autres. Et ce n'est pas tout parce qu'il y a d'autres protocoles à la 5e couche. Donc, une fois que le message est prêt, le message doit être envoyé à la 4e couche. À la 4e couche, nous savons que le message est appelé segment. Une fois que le message est prêt à la 5e couche, le message à la 5e couche est appelé data. Donc, le data sera donc transmis à la 4e couche. À la 4e couche, nous avons deux protocoles star, donc deux principaux protocoles. Il s'agit de TCP, Transmission Control Protocol, et de UDP, User Datagram Protocol. TCP et UDP sont des protocoles de la 4e couche, mais le protocole qui rend des services un peu plus, en fait, qui rend des services comme DHL, qui se rassure que le message sera livré à destination, se rassure au travers du message d'Acknowledgement Receipt, donc accusé de réception. C'est au travers de ces mécanismes que TCP se rassure que le message va arriver à destination. Mais nous allons d'abord voir ce qui se passe au début. Donc, ce qui se passe, c'est que TCP ou UDP, donc le protocole de la 4e couche, établit une connexion virtuelle. Nous savons que le message, d'un point de vue de la transmission équipement, passe par des câbles physiques ou par le signal Wi-Fi, mais d'un point de vue logique, les deux équipements qui communiquent dans le réseau TCP/IP doivent être en communication. Donc, c'est le protocole de la 4e couche qui établit cette connexion virtuelle. C'est ce qu'on appelle aussi le TCP connection. TCP connection, UDP connection en d'autres termes. Et on appelle ce protocole, voilà pourquoi aussi on appelle la 4e couche, host to host. Parce que c'est la couche qui établit une connexion virtuelle entre les deux équipements. Il y a une ligne qui est ouverte pendant que les deux équipements vont communiquer. Des messages seront transmis au travers de cette connexion virtuelle. Alors, quel type de message? Nous avons ce qu'on appelle les TCP flags. Les TCP flags, les plus populaires, TCP flags. Alors, les plus populaires sont SYN, qui est la demande de connexion, qui est envoyée par l'équipement qui initie la demande. Donc, dans le cas présent, le PC, il va envoyer un SYN. Le serveur, pour répondre, pour accepter la connexion, va envoyer un ACK. Et la connexion sera ouverte lorsque... Alors, une fois que le serveur dit ACK, ok, après, il y aura le ACK SYN, le SYN ACK.
Le SYN ACK, c'est un autre message qui, effectivement, entame qui officialise la communication. Parce que le SYN, c'est juste demander est-ce qu'on peut communiquer. ACK, le serveur dit oui. SYN ACK, c'est le message par lequel la connexion commence. Donc, la communication virtuelle commence. Et nous avons aussi d'autres flags, mais celui qu'on peut noter ici, c'est le FIN pour mettre fin à la connexion. Il y a d'autres flags, TCP flags, mais ce sont les plus importants. Donc, cette communication, au travers de cette communication, si nous nous focalisons sur le protocole TCP, TCP va maintenant segmenter le message. TCP va segmenter le message. Séquence 1, séquence 2, séquence 3, séquence 4, ainsi de suite. Alors, TCP va envoyer la première séquence au serveur. TCP va envoyer la deuxième séquence. Prenons l'exemple. Première séquence. Deuxième séquence. Troisième séquence. Ce à quoi TCP s'attend est que le serveur puisse répondre, puisse dire « Ok, j'ai reçu la séquence 1. J'ai reçu la séquence 2. J'ai reçu la séquence 3, ainsi de suite. » Mais qu'en est-il si la séquence 2 se perd? La séquence 2 peut se perdre dans le réseau TCP/IP, n'importe où, ça peut se perdre au niveau de ce switch. Au milieu de ce segment, il peut avoir une coupure, cet équipement peut redémarrer, il peut avoir un problème pendant la transmission, le segment 2 se perd. Qu'est-ce qui va se passer? À partir de ce moment, nous savons qu'il y a le mécanisme d'Acknowledgement Receipt, c'est ce que nous sommes en train de voir. Le serveur va accuser la réception du premier segment, et au lieu d'accuser la réception du deuxième segment, le serveur va accuser réception directement du troisième segment. À partir de ce moment, le PC va dire comment est-ce que tu accuses la réception du premier, tu accuses la réception du troisième, mais où as-tu mis la séquence 2? Et soulignons aussi que la séquence 2 peut la perte est possible dans le sens inverse. Lorsque le serveur répond, il peut aussi envoyer la réponse à ces trois séquences et que la deuxième séquence se perde pendant qu'il vient du serveur. OK? Pendant que la réponse à la deuxième séquence vient du serveur, la réponse peut se perdre. À partir de ce moment, c'est le même principe. L'expéditeur, donc dans le cas présent, le PC va dire « Je n'ai pas reçu accusé réception du message numéro 2 ». Et c'est ce qui fait que le protocole TCP soit un protocole fiable, parce qu'il y a le mécanisme d'accusé de réception qui permet de corriger les erreurs. Alors, ce qui fait aussi de TCP un protocole lourd, parce que le fait que les équipements doivent valider, doivent répondre à chaque accuser la réception de chaque segment, cela alourdit la transmission des messages. Voilà pourquoi, par exemple, les protocoles, les applications qui utilisent la voix en général n'utilisent pas TCP, mais utilisent UDP. Et on dit UDP. Et c'est un protocole que le message arrive ou pas. Voilà, on va continuer à communiquer. TCP a d'autres mécanismes tels que le windowing qui permet de fermer, de réduire la fenêtre de transmission au fur et à mesure, mais nous n'allons pas partir dans ces détails pour l'instant. Donc, nous retenons aussi que TCP va ajouter la quatrième couche, pour être précis, va ajouter son header. Ce sera soit le TCP header ou le UDP header. Mais pour l'instant, comme nous sommes en train de parler de HTTP, et HTTP utilise le protocole TCP, voilà pourquoi nous avons dit TCP header, mais ça pouvait être UDP header. De l'autre côté, ici, nous avons aussi des éléments très importants. Nous avons les ports. À la quatrième couche, il y a le concept de port. Donc, dans ces connexions virtuelles, les connexions virtuelles se passent dans le cadre des ports. Et c'est ce qui permet à nos équipements, à un PC, d'utiliser plusieurs
applications au même moment parce que les applications ont des ports. Donc, nous avons, par exemple, ici, HTTP qui est au port 80, HTTPS au port 443, DNS qui est au port 53, Telnet qui est au port 23. Remarquez aussi que les ports correspondent au protocole de transport. Donc, il y a des ports qui sont dédiés à TCP, tels que HTTP, HTTPS sont dédiés à TCP. Nous avons DNS qui peut passer sur les deux protocoles, TCP, UDP, et Telnet aussi peut passer sur les deux, TCP, UDP. Mais la liste est longue. Vous pouvez Google la liste des TCP ports pour voir les détails. Et donc, c'est tel que je disais, c'est ce qui permet à un PC. On appelle ça le concept technique, c'est le multiplexing. C'est ce qui permet à un PC de faire le multiplexing. Donc, d'utiliser, de permettre à plusieurs applications de communiquer au même moment. Parce qu'il y a, chaque application a une connexion virtuelle. Donc, ce que cela veut dire, nous pouvons revenir ici. Le multiplexing, c'est simplement dire que le PC, mais pas peut-être avec le serveur, mais au départ du PC, ce PC peut être en communication avec ce serveur, dans le cas de HTTP. Et il peut être en communication avec un autre truc, un autre port, et ainsi de suite, parce qu'il y a plusieurs ports. Ce sont ces ports qui permettent le multiplexing. Alors, une fois que le message est prêt, donc le data est encapsulé dans le TCP/2 et transmis à la troisième couche. À la troisième couche, nous savons que c'est la couche qui établit la communication de l'équipement de destination vers, en fait, qui permet la transmission du message de l'équipement de destination vers l'équipement final. Et cela grâce à deux éléments principaux, les adresses et le routage. Donc, la troisième couche joue ces deux rôles. L'attribution des adresses et le routage. Et nous savons que dans le IP header, donc l'entête de la troisième couche, il y a ces deux éléments principaux, l'adresse IP source, dans le cas présent, l'adresse IP du PC, et l'adresse IP de destination, l'adresse IP du serveur. Et nous savons que à la troisième couche, nous avons des éléments tels que la table de routage en fait, la table de routage, c'est un élément par lequel nous pourrons vérifier les routes dont le routeur a connaissance. Donc, le routage n'est possible que si le routeur prend connaissance des routes. Donc, ici, nous avons des protocoles tels que OSPF, nous avons EIGRP, nous avons RIP, nous avons BGP, nous avons AS. Mais pour l'instant, au CCNA, je pense que le plus important, c'est OSPF, et on peut connaître RIP et EIGRP. Et nous avons aussi le ARP Table qui permet de faire, en fait, qui joue un rôle sur chaque segment. Donc, sur chaque segment, il y aura le processus ARP qui sera exécuté. Et nous savons aussi qu'au niveau du routeur, on parle du subnet. Donc le subnet, chaque subnet est un broadcast domain. Donc ça, ce sont les éléments à comprendre au niveau de la troisième couche. Et une fois que le message, donc le data, avec le TCP header, arrive à la troisième couche ajoute le IP header. Et une fois que le IP header est ajouté, le message est envoyé à la deuxième couche.